mon expérience, ça s'adresse préférentiellement aux gens qui ont eu une fonction et qui ont une maladie qui fait que la fonction se perd progressivement et qui ressentent une frustration à la perte de cette fonction. Donc notamment par exemple la myopathie de Duchenne, qui est un bon exemple d'usage de cette aide technique. Probablement certaines myopathies des ceintures. D'expérience, la myotonie de Steinert, non, puisque c'est la myotonie de la main qui gêne plus que la perte de fonction du bras, et que dans le Steinert, la tenue de tête pose problème et qu'on serait dans une situation un petit peu globale plus complexe. Myopathie facio-scapulo-humérale, on est gêné par l'absence de tenue de l'omoplate, qui est finalement la plus gênante, et je ne crois pas qu'un bras ou une aide technique de ce type serait utile. Il faut une pathologie qui soit rapidement évolutive, mais qui n'entraîne pas d'enraidissement trop rapide du coude ou de l'épaule. Donc pour moi, myopathie de Duchenne et des ceintures sont les plus concernées par l'usage de ces aides techniques. La myotrophie spinale, j'ai moins l'impression, parce que c'est des personnes qui ont appris depuis petite à faire autrement, et que du coup elles n'ont pas forcément cette frustration de la perte de la fonction. Il faut la proposer suffisamment tôt quand on voit que le testing arrive aux alentours de 3+3 au niveau des membres supérieurs, c'est-à-dire que la personne peut encore faire contre-pesanteur, et il faut arriver au bon moment, il faut qu'elle ait déjà son aide technique quand elle arrive à 2 au testing. D'expérience, quand elle passe à 1 au testing, l'aide technique n'est plus utile. Donc il faut vraiment cerner, et vu le coût que ça représente, vraiment anticiper l'acquisition de l'aide technique. Ni trop tôt, parce que trop tôt elle va gêner et la personne va sortir son bras de la gouttière et vouloir faire toute seule, ni trop tard, parce qu'elle n'aura malheureusement plus la possibilité de bouger suffisamment. C'est à eux de définir un petit peu leurs besoins, c'est quelque chose qu'il faut penser à leur proposer pour qu'ils aient le choix. Certains ne le souhaitent pas. Ceux qui l'utilisent d'expérience sont ceux qui veulent faire des gestes précis et pour maintenir une fonction ponctuelle. Malheureusement, on peut rarement répondre à la question de la fatigue à long terme, et même quand ils ont une aide technique, au bout d'un moment, il faut parfois les aider. À partir du moment où le jeune a été équipé du bras articulé, il a pu récupérer une autonomie de vie quotidienne dans certaines activités, brossage de dents, repas, jeux, activités de loisirs, activités créatives. Se gratter le nez, remonter les lunettes, ça c'est quelque chose que les jeunes sont contents de pouvoir faire tout seuls, parce que c'est difficile de demander à son aidant de se gratter le nez quand on est seul. Donc ça c'est quelque chose qu'il utilise. Changer de position, j'en ai qui jouent aussi à changer un petit peu la position des bras facilement. C'est vraiment intégré au fauteuil, c'est pas gênant, ça rajoute pas de complications. Oui, au niveau des transferts, on peut toujours garder l'accoudoir escamotable. Le système est pensé pour pouvoir s'escamoter aussi au niveau des transferts, la mise en place du filet pour le lève-personne par exemple. Le top help ne vient jamais gêner, il n'y a pas de conflit, donc du coup c'est bien vécu par les personnes et par les soignants en fait. Quand le jeune l'a sur son fauteuil, il l'utilise finalement assez vite et le prend vite en main en fait. Il n'y a pas besoin de séances d'apprentissage à l'utilisation du top help plus que ça en fait. Ça accompagne le geste qui est réalisé, donc du coup ça se fond dans l'activité de la personne en fait. Puis après, l'utilisation de l'élévation de l'épaule se fait avec le biais de contacteurs. Un contacteur qui permet l'élévation du système et un contacteur qui permet le blocage du système. Par exemple, quand la personne a besoin de conduire le fauteuil, donc il y a ce contacteur qui permet de bloquer le système. Du coup, ça devient comme un accoudoir rigide qui ne vient pas interférer à la conduite du fauteuil roulant. Déjà, un bon point, c'est que la douleur n'est jamais un frein. Je n'ai jamais rencontré de personne douloureuse, au contraire, à condition que l'épaule et le coude soient souples. La technique est toujours bien assimilée par les aidants, elle est toujours bien vue. Même si au départ, ça peut être l'annonce d'un handicap supplémentaire, les bras ont besoin d'aide technique, ça peut être mal vécu au début, mais dès que la personne essaye, si elle assimile cette aide technique et qu'elle la fait sienne, il n'y a pas de douleur et ça devient vraiment dans la pratique quotidienne quelque chose de très utile. Il faut savoir que ça reste une aide technique, donc du matériel, impersonnel et froid, que c'est bien pour l'autonomie personnelle, mais que ça peut représenter aussi un frein dans le contact
physique avec la personne en face. Et notamment, les aides techniques ne permettront pas de continuer à enlacer ou à toucher l'autre de la même façon, son enfant, son conjoint. Et ça, c'est une limite. L'aide technique ne permettra pas cela, ou en tout cas, moi, je n'en connais pas qui permettent cela. Je pense que c'est un petit peu comme avec le fauteuil roulant, il faut aller de façon anticipée, progressive et partir des souhaits de la personne. Votre maladie est en train d'affecter vos bras, est-ce que cela vous frustre? Est-ce que vous souhaiteriez voir le matériel qui existe pour aider l'usage de vos bras? Est-ce que vous avez vu d'autres personnes qui l'ont? Je crois qu'en parler tôt et leur dire que ça existe et éventuellement leur montrer d'autres jeunes ou l'expérience d'autres jeunes peut être utile. C'est compliqué pour la personne de se projeter dans une perte de fonctionnalité, de se dire « ah bah oui, je vais le prendre maintenant parce que plus tard, ça c'est compliqué pour la personne. Pour la famille, c'est compliqué aussi d'aborder ce sujet trop tôt, donc on ne peut pas non plus l'aborder l'anticiper de trop. Et quand le moment finalement s'y prête de l'aborder, eh ben, c'est presque maintenant qu'il faut l'avoir, sauf qu'après on aborde le coût financier. Et bah oui, donc c'est cher, donc du coup, comment on va faire pour pouvoir l'avoir? Et là, c'est là où c'est compliqué en fait. C'est dommage que ce matériel ne soit pas en location, qu'on puisse y accéder très rapidement. Une personne arrive à 3 mois, 2 au testing musculaire, on le loue pour 1 an, 2 ans, et puis après la personne est à 1 au testing et n'en a plus besoin. Vu le coût, vu tout ce que ça représente, ce serait utile de pouvoir le louer. Ce qui serait à améliorer vraiment, c'est le réseau autour de la vente du Top-Help et de l'importation du Top-Help en France. Parce qu'actuellement, sur le territoire français, il n'y a pas d'importateur officiel du Top-Help. Et du coup, ça rend les démarches compliquées, même en termes d'essai de Top-Help. Parce que pour avoir un modèle d'essai, c'est très très compliqué et il n'y a pas de revendeur à qui s'adresser vraiment pour en avoir un en essai. Et après, même en termes de service après-vente aussi, c'est compliqué quand on ne peut pas s'adresser à notre fournisseur local et que les intervenants se multiplient et qu'il y a personne à qui s'adresser vraiment pour gérer une panne par exemple ou une petite réparation. Ça prend vite des délais importants pour avoir un devis ou après même avoir la réparation du Top-Help. L'intérêt, c'est d'avoir un choix des techniques au moment où la personne en a vraiment besoin. Et ce moment est court dans la vie d'une personne atteinte de maladie neuromusculaire évolutive. Et il faut vraiment bien le cibler. Et parfois, on manque de souplesse d'accès au matériel à ce moment-là. Profiter du renouvellement du fauteuil, c'est souvent une bonne période parce que l'aide technique, c'est bien quand on peut l'installer sur le fauteuil. Donc il faut quand même coupler la réflexion entre l'acquisition d'un fauteuil en bon état, solide, puisque l'aide technique peut être éventuellement lourde et déstabiliser les vérins, donc il vaut mieux l'anticiper. Et puis anticiper surtout le dossier de financement de cette aide technique, donc s'y prendre longtemps à l'avance, même si la personne est encore peu demandeuse, voir si elle est dans l'optique d'accepter peut-être un moment ou un autre et l'inscrire au plan de financement, quitte à réactualiser au moment où on confirme les achats éventuellement. C'est des produits qui ne sont pas forcément très bien connus, qui ne sont pas très bien connus non plus par les revendeurs. Moi, j'ai découvert le bras articulé électrique avec élévation électrique par le biais du salon autonomique. Et du coup, on a pensé à un jeune myopathe qui était en difficulté, qui commençait à vraiment être en difficulté dans les tâches, notamment au repas. Et du coup, on a fait des essais à partir de ce moment-là. Mais du coup, ça, il y a à peu près 6 ans de ça que je connais maintenant le bras articulé. Mais ça fait longtemps que je connais ça. Je pense que c'est grâce au travail en lien avec le service régional de l'AFM et surtout avec les ergothérapeutes de l'équipe. Et puis les questions des patients qui se renseignent, qui découvrent d'autres choses ailleurs. Aller sur les stands, les congrès autonomiques, voir un petit peu. Je crois que c'est avoir l'esprit ouvert à ces aides techniques et puis chercher au fur et à mesure des demandes des personnes en lien avec bien sûr les équipes, les ergos, les kinés et l'AFM. C'est un travail d'équipe et de partenariat, clairement.